de Hurlevent par Émilie Brontë. Chapitre 28. Le matin, ou plutôt l'après-midi du 5e jour, j'entendis un pas différent, plus léger et plus court. Et cette fois, on entra dans la chambre. C'était Zilla, vêtue de son châle écarlate, un chapeau de soie noire sur la tête et un panier d'osier au bras. « Hé, mon Dieu, Madame Dean !» s'écria-t-elle. « Eh bien, on parle de vous à Gimmerton. J'étais persuadée que vous étiez noyé dans le marais du Cheval Noir, et Miss avec vous, quand le maître m'a appris que vous étiez retrouvé, et qu'il vous avait logé, ici. Seigneur, il faut que vous ayez atterri sur une île, pour sûr. Combien de temps êtes-vous resté dans le trou? Est-ce le maître qui vous a sauvé, Madame Dean? Mais vous n'êtes pas trop maigre. Vous n'avez pas trop souffert, n'est-ce pas? Votre maître est un fieffé scélérat, mais il répondra de sa conduite. Il n'avait pas besoin d'inventer cette histoire. Tout sera connu. Que voulez-vous dire? L'histoire n'est pas de lui. On en parle dans le village. On raconte que vous vous êtes perdu dans le marais. Quand je suis rentrée, j'ai dit à Ancho, « Eh bien, il s'est passé de drôles de choses, monsieur Ayrton, depuis mon départ. C'est bien triste pour cette belle jeune demoiselle et pour cette brave Nelly Dean. » Il m'a regardé d'un air surpris. J'ai vu qu'il n'avait entendu parler de rien, et je lui ai raconté le bruit qui courait. Le maître écoutait, il s'est mis à sourire et a dit « Si elles ont été dans le marais, elles en sont sorties maintenant, Zilla. Nelly Dean occupe en ce moment votre chambre. Quand vous monterez, vous pourrez lui dire de décamper. Voici la clé. L'eau du marais lui entrait dans la tête, et elle aurait couru chez elle, l'esprit tout dérangé. Mais je l'ai gardée, jusqu'à ce qu'elle ait repris sa raison. Vous lui demanderez d'aller sur le champ à la grange, et d'annoncer de ma part que la jeune dame la suivra en temps utile, pour assister aux obsèques de son père. »« Monsieur Edgar n'est pas mort ?» dis-je d'une voix étranglée. « Oh, Zilla, Zilla !»« Non, non. Rasseyez-vous, ma bonne dame, vous n'êtes pas bien remise. Il n'est pas mort. Le docteur Kenneth pense qu'il peut vivre encore un jour. Je l'ai rencontré sur la route et l'ai interrogé. » Au lieu de m'asseoir, je saisis mon manteau et mon chapeau, et je me hâtais de descendre pendant que le chemin était libre. En entrant dans la salle, je regardais s'il y avait quelqu'un qui pût me donner des nouvelles de Catherine. La pièce était inondée de soleil et la porte ouverte. Mais je n'apercevais personne. Comme j'hésitais à partir aussitôt, ou à revenir sur mes pas et à chercher ma maîtresse, une légère toux attira mon attention du côté du foyer. Linton était couché sur le banc, tout seul dans la salle, en train de sucer un bâton de sucre candi, et suivant tous mes mouvements d'un œil apathique. « Où est Miss Catherine ?» demandai-je d'un ton sévère. Je supposais que, le tenant ainsi tout seul, je pourrais, en l'effrayant, le déterminer à me donner des indications. Il continua de sucer son bâton, comme un innocent. « Est-elle partie ?»« Non, elle est là-haut. Elle ne partira pas. Nous ne la laisserons pas. »« Vous ne la laisserez pas ? Petit idiot !» m'écriai-je. « Conduisez-moi à sa chambre sur-le-champ, où je vais vous faire chanter de la belle manière. » C'est papa qui vous ferait chanter si vous essayez d'y aller. Il dit que je n'ai pas à être doux avec Catherine. Elle est ma femme, et c'est honteux de sa part de vouloir me quitter. Il dit qu'elle me hait, et qu'elle souhaite ma mort pour avoir mon argent, mais elle l'aura pas, et elle ne retournera pas chez elle. Elle n'y retournera jamais. Elle peut pleurer et se rendre malade tant qu'elle voudra. Il reprit sa première occupation, en fermant les paupières comme s'il voulait s'endormir. « Master Heathcliff, lui dis-je, avez-vous oublié toutes les bontés qu'a eues pour vous Catherine l'hiver dernier, quand vous lui affirmiez que vous l'aimiez, qu'elle vous apportait des livres, vous chantait des chansons, et venait bien souvent vous voir par le vent et par la neige. Elle pleurait si elle manquait à venir un soir, à l'idée que vous seriez désappointé. Vous sentiez bien alors qu'elle était 100 fois trop bonne pour vous. Et maintenant, vous croyez tous les mensonges de votre père, quoique vous sachiez qu'il vous déteste tous les deux. Vous vous joignez à lui contre elle. Voilà de la belle reconnaissance, n'est-ce pas ? » Les coins de la bouche de Linton s'abaissèrent, et il retira le sucre candi de ses lèvres.
Est-ce par haine, pour vous, qu'elle est venue à Hurlevent continuai-je. Raisonnez vous-même. Quant à votre argent, elle ne sait même pas si vous en aurez jamais. Vous dites qu'elle est malade. Pourtant, vous la laissez seule, là-haut, dans une demeure étrangère, vous qui avez éprouvé ce que c'est que d'être négligée. Pour vos souffrances propres, vous trouviez de la pitié, et elle en avait aussi. Mais vous n'en avez pas pour les siennes. Je verse des larmes, Master Heathcliff. Vous voyez? Moi, une femme d'âge, et une simple servante. Et vous? Après avoir joué l'affection, et quand vous devriez presque l'adorer, vous gardez toutes vos larmes pour vous-même, et vous restez là, étendu, bien à l'aise. Ah, vous êtes un sans-cœur, et un égoïste. Je ne peux pas rester avec elle, répondit-il d'un ton bourru. J'aime mieux rester seul. Elle pleure tant que ce n'est pas supportable, et elle ne veut pas s'arrêter, même quand je lui ai dit que je vais appeler mon père. Je l'ai appelé une fois. Il l'a menacé de l'étrangler si elle ne se tenait pas tranquille. Mais elle a recommencé dès qu'il a eu quitté la chambre, et toute la nuit elle a gémi et s'est lamentée, malgré les cris que me faisait pousser la contrariété que j'éprouvais de ne pouvoir dormir. Monsieur Heathcliff est-il sorti demandai-je, voyant que cette misérable créature était incapable de sympathie pour les tortures morales de sa cousine. Il est dans la cour. Il parle au docteur Kenneth, qui dit que mon oncle est en train de mourir pour de bon. Enfin. J'en suis heureux, parce qu'après lui, c'est moi qui serai le maître de la grange. Catherine en parle toujours comme de sa maison. Ce n'est pas à elle, c'est à moi. Papa dit que tout ce qu'elle a est à moi. Tous ses beaux livres sont à moi. Elle m'a offert de me les donner, ainsi que ses jolis oiseaux et son poney, Minnie, si je voulais me procurer la clé de notre chambre et la laisser sortir. Mais je lui ai répondu qu'elle n'avait rien à donner, que tout était à moi. Alors elle s'est mise à pleurer, a pris à son cou une miniature et m'a dit qu'elle me la donnerait. Ce sont 2 portraits dans un médaillon d'or, d'un côté sa mère, de l'autre mon oncle, quand ils étaient jeunes. C'était hier. Je lui ai dit que ces portraits aussi étaient à moi. J'ai essayé de les prendre. La méchante créature n'a pas voulu. Elle m'a poussée et m'a fait mal. J'ai crié. Cela l'effraie. Elle a entendu papa qui arrivait, a brisé la charnière, partagé le médaillon et m'a donné le portrait de sa mère. Elle a tenté de cacher l'autre, mais papa a demandé ce qu'il y avait, et je lui ai expliqué. Il m'a enlevé le portrait que je tenais et a ordonné à Catherine de lui remettre le sien. Elle a refusé. Et il l'a jeté par terre, a arraché le médaillon de la chaîne et l'a écrasé sous son pied. Et vous étiez content de l'avoir frappé demandai-je. J'avais mes raisons pour l'encourager à parler. J'ai fermé les yeux. Je ferme les yeux quand mon père frappe un chien ou un cheval. Il frappe si fort. Pourtant, j'ai d'abord été content. Elle méritait une punition pour m'avoir poussé. Mais quand papa a été parti, elle m'a fait venir près de la fenêtre et m'a montré sa joue, coupée à l'intérieur contre ses dents, et sa bouche qui se remplissait de sang. Ensuite, elle a ramassé les débris du portrait. Elle est allée s'asseoir face au mur et depuis, elle ne m'a plus adressé la parole. Par moments, je me figure que c'est la douleur qui l'empêche de parler. Je n'aime pas à me figurer cela, mais il faut être une vilaine créature pour pleurer continuellement. Elle est si pâle et a l'air si farouche qu'elle me fait peur. Et vous pourriez vous procurer la clé si vous vouliez ? Oui, quand je suis en haut, mais je ne peux pas monter maintenant. Dans quelle pièce est cette clé ? Oh ! S'écria-t-il. Je ne vous dirai pas où elle est. C'est notre secret. Personne, ni Ayrton, ni Zillah, ne doit le savoir. Allons. Vous m'avez fatigué. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Il appuya son visage sur son bras et referma les yeux. Je jugeais qu'il valait mieux m'en aller sans voir M. Heathcliff et ramener de la grange des renforts pour délivrer Catherine. En me voyant arriver, grand furent l'étonnement et aussi la joie des autres serviteurs. Quand ils surent que leur jeune maîtresse était sauve, 2 ou 3 d'entre eux se préparaient à courir pour crier la nouvelle à la porte de M. Edgar. Mais je voulus la lui annoncer moi-même. Comme il avait changé, en si peu de jours. Il était couché, vraie image de la tristesse et de la résignation, attendant la mort. Il paraissait très jeune, quoiqu'il eût en réalité 39 ans. On lui en aurait facilement donné 10 de moins.
Il pensait à Catherine, car il murmurait son nom. Je lui pris la main et parlai. « Catherine va venir, mon bon maître, dis-je doucement. Elle est en vie et bien portante. Elle sera là, j'espère, ce soir. » Je tremblais, en effet, aux premiers effets de ces simples mots. Il se souleva à demi, jeta autour de la chambre un regard avide, puis retomba, évanoui. Dès qu'il eut repris connaissance, je racontai notre visite forcée et notre détention à Hurlevent. Je dis que Heathcliff m'avait obligé d'entrer, ce qui n'était pas tout à fait vrai. Je chargeai Linton le moins possible. Je ne dépeignis pas non plus toute la brutale conduite de son père. Mon intention n'étant pas d'ajouter, si je pouvais l'éviter, de l'amertume à sa coupe déjà débordante. Il devina que l'un des objets de son ennemi était d'assurer à son fils, ou plutôt de s'assurer à soi-même, la fortune personnelle ainsi que le domaine. Mais pourquoi Heathcliff n'attendait-il pas sa mort? C'était là une énigme pour mon maître, qui ignorait que son neveu et lui quitteraient cette terre presque en même temps. En tout cas, il comprit qu'il serait bon de modifier son testament. Au lieu de laisser la fortune de Catherine à la disposition de celle-ci, il résolut de la placer aux mains des fidei commissaires, qui lui en serviraient l'usufruit pendant sa vie, et après, elle le servirait à ses enfants, si elle en avait. Par ce moyen, la fortune ne passerait pas à M. Heathcliff, si Linton venait à mourir. Ayant reçu ces ordres, je dépêchai un homme pour aller chercher la Tornay, et 4 autres, bien armés, pour aller réclamer ma jeune maîtresse à son geôlier. Tous mes envoyés furent retenus très tard. Le domestique parti seul revint le premier. Il expliqua que M. Green, l'homme de loi, était sorti quand il arriva chez lui, qu'il avait dû attendre 2 heures, et qu'alors M. Green lui avait dit qu'il avait une petite affaire pressante dans le village, mais qu'il serait à Thrushcross Grange avant le matin. Les 4 hommes revinrent seuls également. Ils rapportèrent que Catherine était souffrante, trop souffrante pour quitter sa chambre, et que Heathcliff n'avait pas permis qu'ils la vissent. Je tensais très fort ces imbéciles d'avoir écouté ce conte, dont je ne voulus pas faire part à mon maître. J'étais décidé à emmener toute une troupe à Hurlevent, au point du jour, et à donner l'assaut à la maison à la lettre, si la prisonnière ne nous était pas rendue de bon gré. Son père la verrait, j'en faisais, et j'en refaisais le serment, quand il faudrait tuer ce démon sur le seuil de sa porte, s'il voulait essayer de s'y opposer. Heureusement, cette expédition et cette peine me furent épargnées. À 3 heures, j'étais descendu chercher une cruche d'eau et je traversai le vestibule en la tenant à la main, quand un coup sec frappé à la porte d'entrée me fit tressaillir. « Oh, c'est Green, me dis-je en me ressaisissant. Ce n'est que Green. » Et je passai, avec l'intention d'envoyer quelqu'un d'autre lui ouvrir. Mais les coups se répétèrent, pas très forts, mais pourtant pressants. Je posai ma cruche au bas de la rampe et courus à la porte, pour le faire entrer moi-même. Dehors, la lune de la moisson brillait en plein. Ce n'était pas la Tornay. Ma chère petite maîtresse me sauta au cou en sanglotant. « Hélène, Hélène, papa est-il vivant ?»« Oui, oui, mon ange, il est vivant. Dieu soit loué, vous voici de retour, au milieu de nous, saine et sauve. » Tout essoufflée qu'elle était, elle voulait courir en haut de la chambre de M. Linton. Mais je la forçai de s'asseoir sur une chaise, je la fis boire, et je lavai son pâle visage auquel je donnai un peu de couleur en le frottant avec mon tablier. Puis je lui dis que je devais monter d'abord et annoncer son arrivée. Je la suppliai de déclarer qu'elle serait heureuse avec le jeune Heathcliff. Elle parut surprise, mais comprenant bientôt pourquoi je lui conseillais ce mensonge, elle m'assura qu'elle ne se plaindrait pas. Je n'eus pas le courage d'assister à leur entrevue. Je restai un quart d'heure à la porte de la chambre, puis j'entrai, osant à peine me risquer vers le lit. Tout était tranquille, cependant. Le désespoir de Catherine était aussi silencieux que la joie de son père. Elle le soutenait avec un calme apparent, et il tenait fixés sur les traits de sa fille ses yeux levés, qui semblaient dilatés par l'extase. Il mourut dans la béatitude, monsieur Lockwood. Oui, dans la béatitude.
La baisant sur la joue, il murmura. Je vais vers elle. Et toi, mon enfant chéri, tu viendras vers nous. Puis il ne remua, il ne parla plus. Mais il continua de diriger sur elle ce regard ravi et lumineux, jusqu'au moment où son pouls s'arrêta insensiblement et où son âme s'envola. Nul n'aurait pu noter la minute exacte de sa mort, qui fut entièrement sans lutte. Soit que Catherine eût épuisé toutes ses larmes, soit que son chagrin fut trop accablant pour leur permettre de couler. Elle resta assise là, les yeux secs jusqu'au lever du soleil. Elle resta encore jusqu'à midi, et ne se serait pas arrachée à ses méditations devant ce lit mortuaire si je n'eusse insisté pour l'emmener et lui faire prendre quelque repos. Il est heureux que j'y ai réussi, car à l'heure du dîner apparut l'homme de loi, qui était passé à Hurlevent pour y recevoir des instructions sur la conduite à tenir. Il s'était vendu à M. Heathcliff. C'était la cause de son retard à obéir à l'appel de mon maître. Par bonheur, aucun souci des affaires de ce monde n'était venu troubler l'esprit de celui-ci, après l'arrivée de sa fille. M. Green prit sur lui de commander tout et tout le monde dans la maison. Il congédia tous les domestiques, excepté moi. Il aurait voulu pousser l'autorité qui lui était déléguée jusqu'à insister pour qu'Edgar Linton ne fût pas enterré à côté de sa femme, mais dans la chapelle, avec sa famille. Toutefois, il y avait le testament qui s'y opposait, ainsi que mes bruyantes protestations contre toute infraction à ces clauses. On pressa les funérailles. Catherine, Madame Linton Heathcliff désormais, fut autorisée à rester à la grange jusqu'à ce que le corps de son père en fût parti. Elle me raconta que son angoisse avait enfin décidé Linton à courir le risque de la libérer. Elle avait entendu discuter à la porte les hommes que j'avais envoyés et compris le sens de la réponse de Heathcliff. Son désespoir fut alors au comble. Linton, qui avait été transporté en haut dans le petit salon, peu après mon départ, fut tellement effrayé qu'il alla chercher la clé avant que son père remontât. Il eut la ruse d'ouvrir la serrure, puis de la refermer, sans fermer la porte. Et quand l'heure fut venue pour lui d'aller se coucher, il demanda à dormir avec Ayrton, ce qui lui fut accordé, pour une fois. Catherine s'enfuit avant le jour. Elle n'osa pas essayer les portes, par crainte que les chiens ne donnassent l'alarme. Elle visita les chambres inoccupées, et en examina les fenêtres. Heureusement, elle put aisément passer par celle de la chambre de sa mère, et de là atteindre le sol, grâce au sapin qui est tout contre. Son complice, malgré ses timides manigances, pâtit de la part qu'il avait prise à son évasion. Chapitre 29. Le soir des obsèques, ma jeune dame et moi étions assises dans la bibliothèque. Tantôt, nous rêvions avec tristesse, et l'une de nous avec désespoir, à la perte que nous venions de faire. Tantôt, nous hasardions des conjectures sur le sombre avenir. Nous venions de tomber d'accord que le sort le plus heureux pour Catherine serait d'être autorisée à continuer de résider à la grange, au moins durant la vie de Linton, avec permission pour celui-ci de l'y rejoindre et pour moi d'y rester, comme femme de charge. Cet arrangement nous semblait trop favorable pour que nous puissions espérer de le voir réalisé. Et pourtant j'espérais. Je commençais à reprendre courage à la pensée de rester dans la maison, de conserver mon emploi, et par-dessus tout, ma bien-aimée jeune maîtresse, quand un domestique, un de ceux qui étaient congédiés mais qui n'étaient pas encore partis, entra précipitamment en disant que ce démon de Heathcliff traversait la cour. Devait-il lui fermer la porte au nez ? Si nous avions été assez folles pour vouloir recourir à ce procédé, nous n'en aurions pas eu le temps. Il ne prit pas la peine de frapper ou de s'annoncer. Il était le maître, et il se prévalut du privilège du maître pour entrer tout droit, sans dire un mot. Le son de la voix de notre informateur le guida vers la bibliothèque. Il y pénétra, et faisant signe au domestique de sortir, ferma la porte. C'était la même pièce où il avait été introduit en hôte 18 ans auparavant. La même lune brillait à travers la fenêtre. Au dehors s'étendait le même paysage d'automne.
Nous n'avions pas encore allumé de bougies, mais toute la chambre était éclairée, même les portraits sur les murs. La tête splendide de madame Linton et la gracieuse figure de son mari. Heathcliff s'avança vers le foyer. Le temps ne l'avait guère changé non plus. C'était le même homme. Le visage sombre, un peu plus blême et plus composé. Le corps un peu plus lourd, peut-être. Et voilà tout. Catherine s'était levée et avait fait un mouvement instinctif pour se sauver dehors quand elle l'avait aperçu. « Halte !» dit-il, en l'arrêtant par le bras. « Plus d'escapade. Où iriez-vous ? Je suis venu vous chercher pour vous ramener à la maison. J'espère que vous serez une fille disciplinée et que vous ne pousserez plus mon fils à la désobéissance. J'ai été embarrassée pour le punir quand j'ai découvert la part qu'il avait prise à votre fuite. C'est une telle toile d'araignée qu'un pinson l'anéantirait. Mais vous verrez, à son air, qu'il a reçu son compte. Je l'ai fait descendre un soir, avant-hier. Je l'ai simplement installé sur une chaise et je ne l'ai plus touché. J'ai renvoyé Ayrton et nous sommes restés seuls dans la chambre. Au bout de 2 heures, j'ai appelé Joseph pour le faire remonter. Depuis lors, ma présence produit sur ses nerfs l'effet d'un fantôme, et je crois qu'il me voit souvent, même quand je ne suis pas là. Ayrton dit qu'il s'éveille en sursaut au milieu de la nuit, qu'il crie pendant des heures, qu'il vous appelle pour le protéger contre moi. Que votre précieux époux vous plaise ou non, il faut que vous veniez. C'est votre affaire maintenant. Je vous cède tout l'intérêt que je lui porte. Pourquoi ne pas laisser Catherine demeurer ici, plaidai-je, et ne pas lui envoyer Master Linton ? Comme vous les haïssez tous deux, ils ne vous manqueront pas. Ils ne peuvent être qu'un fléau constant pour votre cœur dénaturé. Je cherche un locataire pour la grange, et j'ai besoin d'avoir mes enfants près de moi, bien certainement. De plus, cette jeune personne me doit ses services en échange de son pain. Je n'ai pas l'intention de l'entretenir dans le luxe et dans la paresse quand Linton ne sera plus là. Allons, dépêchez-vous de vous préparer et ne m'obligez pas de vous contraindre. Je viendrai, dit Catherine. Linton est tout ce qui me reste à aimer au monde, et quoique vous n'ayez rien négligé pour nous rendre haïssables l'un à l'autre, vous ne pouvez pas nous forcer à nous haïr. Et je vous défie de lui faire du mal quand je serai là, et je vous défie de me faire peur. Vous êtes un champion plein de jactance, répliqua Heathcliff. Mais je ne vous aime pas assez pour lui faire du mal. Vous aurez tout le bénéfice du tourment, jusqu'à la fin. Ce n'est pas moi qui vous le rendrai odieux, c'est sa charmante nature elle-même. Votre désertion et ses conséquences l'ont rempli de fiel. N'attendez pas de remerciements pour votre noble dévouement. Je l'ai entendu tracer à Zillah un plaisant tableau de ce qu'il ferait s'il était aussi fort que moi. L'intention y est, et sa faiblesse même rendra son esprit ingénieux pour suppléer à la force qui lui manque. Je sais qu'il a une mauvaise nature, c'est votre fils, mais je suis heureuse d'en avoir une meilleure pour lui pardonner. Puis je sais qu'il m'aime, et c'est pour cela que je l'aime. Monsieur Heathcliff, vous n'avez personne pour vous aimer, vous. Et si misérable que vous nous rendiez, nous aurons toujours la revanche de penser que votre cruauté vient de votre misère, encore plus grande. Car vous êtes misérable, n'est-il pas vrai ? Seul, comme le démon, et envieux comme lui, personne ne vous aime, personne ne vous pleurera quand vous mourrez. Je ne voudrais pas être à votre place. Catherine parlait avec une sorte de triomphe sinistre. Elle semblait avoir résolu d'entrer dans l'esprit de sa future famille et de tirer plaisir des chagrins de ses ennemis. « Vous vous repentirez bientôt, » dit son beau-père, « si vous restez 1 minute de plus. Dehors, sorcière, et prenez vos hardes. » Elle sortit, avec un air méprisant. En son absence, j'entrepris de demander la place de Zillah à Hurlevent, offrant de lui céder la mienne. Mais il ne voulut pas en entendre parler. Il m'enjoignit de me taire. Puis, pour la première fois, il jeta un coup d'œil circulaire sur la pièce et regarda les portraits.
Après avoir examiné celui de madame Linton, il dit « Il faut que j'aie celui-là chez moi. Non que j'en ai besoin, mais... » Il se tourna brusquement vers le feu et continua avec ce que, faute d'un meilleur mot, j'appellerais un sourire. Je vais vous dire ce que j'ai fait hier. J'ai fait enlever, par le fossoyeur qui creusait la tombe de Linton, la terre sur son cercueil, à elle. Et je l'ai ouvert. J'ai cru un instant que j'allais rester là, quand j'ai revu sa figure. C'est encore sa figure. Le fossoyeur a eu du mal à me faire bouger, mais il m'a dit que l'air l'altérerait. Alors j'ai rendu libre un des côtés du cercueil, que j'ai ensuite recouvert. Pas le côté près de Linton, que le diable l'emporte. Son cercueil à lui, je voudrais qu'il eût été soudé au plomb. Puis j'ai soudoyé le fossoyeur pour qu'il enlevât ce côté quand je serais couché là, et qu'il fasse subir la même opération à mon cercueil, que je ferai disposer en conséquence. Et alors, quand Linton viendra nous voir, il ne pourra plus s'y reconnaître. « Vous avez agi d'une façon indigne, monsieur Heathcliff !» m'écriai-je. « N'avez-vous pas eu honte de troubler les morts ?»« Je n'ai troublé personne, Nelly, et je me suis procuré à moi-même quelque soulagement. Je vais à présent me sentir bien mieux, et vous aurez plus de chances de me maintenir sous terre quand j'y serai. L'avoir troublée ? Non, c'est elle qui m'a troublé, nuit et jour, pendant 18 ans, sans cesse, sans remords, jusqu'à la nuit dernière. Et la nuit dernière, j'ai été tranquille. J'ai rêvé que je dormais de mon dernier sommeil, à côté d'elle, mon cœur immobile contre le sien, et ma joue glacée contre la sienne. Et si elle avait été réduite en poussière, ou pis encore, de quoi auriez-vous donc rêvé ? Que je me réduisais en poussière avec elle, et que j'étais encore plus heureux. Supposez-vous que je redoute un changement de cette nature ? Je m'attendais, en soulevant le couvercle, à une pareille transformation, mais je préfère qu'elle ne commence pas avant que je la partage. En outre, si je n'avais pas reçu l'impression nette de ses traits reposés, je n'aurais guère pu me débarrasser de cette étrange sensation. Elle est née d'une façon singulière. Vous savez que j'ai été comme fou après sa mort. Éternellement, de l'aube jusqu'à l'aube, je la suppliais de m'envoyer son fantôme. Je crois fermement aux revenants. J'ai la conviction qu'ils peuvent exister, et qu'ils existent, au milieu de nous. Le jour de son enterrement, il y eut une chute de neige. Le soir, j'allais au cimetière. Le vent était glacial comme en hiver. Tout autour de moi était solitude. Je ne craignais pas que son imbécile de mari vînt terrer de ce côté à pareille heure, et nul autre n'avait d'affaire là. Étant seul, et sachant que 2 mètres de terre meuble était l'unique obstacle qui nous séparât, je me dis « Il faut que je la tienne une fois encore dans mes bras. Si elle est froide, je penserai que c'est le vent du nord qui me glace, moi. Si elle est immobile, c'est qu'elle dormira. » Je pris une bêche dans ce hangar aux outils et me mis à creuser de toutes mes forces. La bêche racla le cercueil. Je continuai à travailler avec mes mains. Le bois commença de craquer près des vis. J'étais sur le point d'arriver à mon but, quand il me sembla entendre au-dessus de moi, près de l'angle de la tombe, le soupir de quelqu'un qui se penchait. « Si je puis seulement soulever le couvercle, murmurai-je, je souhaite qu'on nous recouvre de terre tous deux. » Et je m'appliquai à ma tâche avec plus de fureur encore. Il y eut un autre soupir, tout près de mon oreille. Il me semblait sentir un souffle chaud qui déplaçait l'air chargé de grésil. Je savais qu'il n'y avait rien. Je savais qu'il n'y avait là aucun être vivant, en chair et en os. Mais aussi certainement que l'on perçoit dans l'obscurité l'approche d'un corps matériel. Bien qu'on ne puisse le discerner, je sentis que Catherine était là. Non pas au-dessous de moi, mais sur la terre. Une soudaine sensation de soulagement jaillit de mon cœur et pénétra tous mes membres.
Je cessais mon travail désespéré. J'étais consolée tout d'un coup, indiciblement consolée. Elle était présente, à côté de moi. Elle resta pendant que je remplissais la fosse et m'accompagna jusqu'à la maison. Vous pouvez rire si vous voulez, mais j'étais sûre que là, je la verrais. J'étais sûre qu'elle était avec moi, et je ne pouvais m'empêcher de lui parler. Ayant atteint Léo, je courus vivement à la porte. Elle était fermée, et il m'en souvient. Ce maudit Ancho et ma femme voulurent m'empêcher d'entrer. Je me rappelle m'être arrêtée pour couper d'un coup de pied la respiration à Ancho, puis avoir couru en haut dans ma chambre et ensuite dans celle de Catherine. Je regardais impatiemment autour de moi. Je la sentais près de moi, je pouvais presque la voir. Et pourtant, je ne la voyais pas. J'ai dû alors avoir une sueur de sang, tant était vive l'angoisse de mon désir, tant était ardente la fureur de mes supplications pour l'apercevoir un instant seulement. Je ne l'ai pas aperçue. Elle s'est montrée pour moi, ce qu'elle avait été souvent pendant sa vie, un démon. Et depuis lors, tantôt plus, tantôt moins, je n'ai cessé d'être le jouet de cette torture intolérable, infernale, qui tient mes nerfs tellement tendus que s'ils n'eussent pas ressemblé à de la corde à boyaux, il y a longtemps qu'ils seraient aussi flasques que ceux de Linton. Quand j'étais assis dans la salle avec Ayrton, il me semblait que, si je sortais, je la rencontrerais. Quand je me promenais dans la lande, que je la rencontrerais si je rentrais. Quand je quittais la maison, je me hâtais de revenir. Elle devait être quelque part, à Hurlevent, j'en étais certain. Quand je voulais dormir dans sa chambre, j'en étais chassé. Je ne pouvais pas rester couché. Dès que je fermais les yeux, ou bien elle était dehors à la fenêtre, ou bien elle ouvrait les panneaux du lit, ou bien elle entrait dans la chambre, ou bien même elle appuyait sa tête chérie sur le même oreiller que quand elle était enfant. Et je me sentais forcé d'ouvrir les yeux pour regarder. 100 fois dans la nuit, je les ouvrais et je les refermais ainsi, pour être toujours déçu. C'était une torture atroce. J'ai souvent gémi tout haut, au point que ce vieux coquin de Joseph a certainement cru que ma conscience était possédée du démon. Maintenant, depuis que je l'ai vu, je suis calmée, un peu calmée. C'est une étrange façon de tuer. Non pas pouce par pouce, mais par fraction d'épaisseur de cheveux, en se jouant de moi pendant 18 ans, avec le fantôme d'une espérance. Monsieur Heathcliff s'arrêta et s'essuya le front, où ses cheveux étaient collés, mouillés de sueur. Ses yeux étaient fixés sur les cendres rouges du feu, ses sourcils n'étaient pas contractés, mais relevés près des tempes, ce qui atténuait la dureté de son visage, mais lui donnait un aspect particulier de trouble, l'air d'avoir l'esprit péniblement tendu vers un sujet absorbant. Il ne s'était qu'à moitié adressé à moi, et je gardais le silence. Je n'aimais pas à l'entendre parler. Après un court répit, il reprit sa méditation sur le portrait, le décrocha et l'appuya contre le sofa pour mieux le contempler. Pendant qu'il était ainsi occupé, Catherine entra, annonça qu'elle serait prête dès que son poney serait scellé. « Envoyez cela là-bas, demain, » me dit Heathcliff. Puis, se tournant vers elle, il ajouta « Vous vous passerez de votre poney. Il fait une belle soirée, et vous n'aurez pas besoin de poney à Hurlevent. Pour les courses que vous aurez à y faire, vos jambes suffiront. Venez. » « Au revoir, Hélène, » murmura ma chère petite maîtresse. Comme elle m'embrassait, je sentis que ses lèvres étaient froides comme la glace. « Venez me voir, Hélène, n'oubliez pas. »« Ayez soin de n'en rien faire, Madame Dean, » dit son nouveau père. « Quand je désirerai vous parler, je viendrai ici. Je n'ai pas besoin que vous veniez fureter chez moi. » Il lui fit signe de passer devant. Jetant derrière elle un regard qui me déchira le cœur, elle obéit. Je les observai par la fenêtre pendant qu'ils traversaient le jardin. Heathcliff mit le bras de Catherine sous le sien, bien qu'elle lui eût opposé d'abord une résistance manifeste, et il l'entraîna à grands pas dans l'allée, où bientôt les arbres les cachèrent.
cette antépénultième vlog lecture sur les hauts de Hurlevent. Comme je suis un petit boulet sur les bords, en fait j'avais lancé l'enregistrement du chapitre 30 et quand j'ai arrêté la lecture du chapitre 30 parce que je l'avais fini, je me suis rendu compte que je n'avais pas appuyé sur play, donc j'ai rien enregistré. Et je me dis, là ça va peut-être être plus court, mais au final ça va être plus percutant. Parce que là c'est un peu la merdouille, c'est tellement triste. Donc, ce qui veut dire que la vidéo de la semaine prochaine, elle va sûrement durer autour de 1 heure, je pense. Donc là, ça va être un peu court, tant pis. Mais la vidéo suivante, vous savez pas ce qui va se passer. Moi, si. Ben, faudrait que je le réenregistre du coup. Bon, c'est pas bien grave. Mais donc, eh ben, on a lu le chapitre 28 et le 29. Et Edgar Linton est mort. Et on a accès à des trucs relativement morbides de la part de Heathcliff parce que déterrer un corps tout frais pour le serrer contre soi, bon, je crois qu'au final il l'a pas fait. Ben, ça, c'est pas un signe de bonne santé mentale, mais déterrer un corps qui est pas tout frais du tout, qui a peut-être, je sais pas, 17 ans, 18 ans, un truc comme ça. 18 ans, je crois bien. Déterrer un corps de 18 ans et le serrer contre soi, c'est pas très sain non plus. Bon, après, on est un peu dans les délires gothiques aussi autour de la mort. Il y avait plein de... pas mal d'œuvres qui se sont passées dans ces temps-là qui étaient autour de la mort, hein. Rien que Dracula déjà. Mais bref, Heathcliff, il va pas très bien dans sa tête. Heathcliff, là, on le soupçonnait, hein, mais vous remarquerez que c'est que des paroles rapportées de Nelly. Et Heathcliff, j'ai l'impression qu'il a... Nelly, c'est peut-être une des seules personnes au monde qu'il arrive à peu près supporter. Il supporte sa présence, jusqu'à ce qu'il dise non, mais c'est une des seules personnes à qui il se confie. Au final, on est sur un espèce de monologue, hein, parce qu'il doit être tout le temps à ruminer. Mais... alors moi, il me fait pas spécialement mal au cœur. Mais je comprends. Je comprends qu'il soit très malheureux. Mais c'est pas parce qu'on est très malheureux qu'on doit pourrir la vie de tout le monde autour de soi. Oui, tout ce qui est psycho, compagnie, ça n'existait pas à l'époque, ok. Après, un psychologue ou une thérapie, c'est pas forcément un traitement, c'est pas forcément la solution non plus. Pour lui, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui aurait pu être... qu'est-ce qui aurait pu faire de Heathcliff quelqu'un de mieux? Parce qu'il est parti... Quand il est parti... en fait, ça me turlupine. Quand il a appris le mariage... Je crois il avait appris que Catherine, mère, allait épouser Edgar. Pas qu'ils étaient mariés. Il a appris le projet de mariage. Là, il s'est barré pendant 2-3 ans. Au final, on ne sait pas trop ce qui s'est passé pendant ces 2-3 ans. Il me semble pas, hein. Mais il avait quand même gagné de la thune, donc je me demande, est-ce que c'est un gars qui... il était quand même instruit, donc est-ce qu'il est devenu militaire? Quelque chose comme ça. Je sais pas s'il est militaire, bon, si c'est un simple troufion, évidemment, il devait pas gagner des mille et des cents, mais il me semble bien qu'il est quand même revenu avec un peu de monnaie. Est-ce qu'il est parti à la ville pour être un peu dans tous les tripots pour gagner de la thune en, en faisant des paris et des trucs comme ça, et puis peut-être qu'il était doué? Ce qui me semble bien que quand il est parti, hein, il est revenu plus riche. C'était un monsieur, quoi, en revenant. Bon, au final, je trouve que cette coupure intempestive, elle est bienvenue parce que là, on finit. Vous voyez l'emprise que Heathcliff il a sur tout le monde.
Et vous voyez que il prive Madame Dean de visite il prive Nelly de visite à Catherine. Et Nelly, elle a quand même un attachement à Catherine, hein. Elle l'a élevée, hein. Mais comme elle a élevé Ayrton aussi. Ayrton est un tout petit peu plus âgé. Euh, Elle est un peu plus âgée aussi que Heathcliff. Heathcliff, elle l'a connu, il avait 7 ans, hein. C'est sa famille, en fait. Et... Ouais. C'est tellement triste. Je sais pas si ça s'est senti, mais à un moment, quand il y a... Je crois que c'est quand... Ouais, déjà, à la mort d'Edgar Linton, moi, j'étais quand même assez émue. Donc c'est quand même méga triste, hein. Je trouve que c'est lourd. C'est pour ça que je me dis, c'est vraiment c'est une lecture à pas faire du tout quand ça va pas, hein. Déconnez pas. Bon, là, on va continuer un peu dans du sombre par la suite pour aller vers un truc un peu plus doux. Non, mais parce que en fait, c'est tellement lourd, je préfère préciser que c'est pas bon, bah, ils vont tous mourir à la fin. Presque, mais pas tous. Mais puis c'est hyper glauque, les délires morbides là de Heathcliff, c'est méga glauque. Bon, bah, je sais pas quoi. En tout cas, je suis contente qu'il n'ait pas pu empêcher l'enterrement de Edgar Linton auprès de sa femme. Après, je sais pas si techniquement il peut réserver la place d'à côté, parce que ça ferait vraiment le couple marié enterré ensemble. Oui, pourquoi pas. L'amant, l'amoureux, à côté, ça fait space, hein. Ça fait vraiment space. Et en fait, là, il a gagné tout ce qu'il voulait. Il s'est vengé. Il a Léo de Hurlevent parce qu'il voulait se venger de Hindley. Et il a la Grange parce qu'il voulait se venger il voulait se venger de Edgar Linton. Edgar Linton qui ne lui a strictement rien fait à part épouser Catherine. Pour ça, des fois, les gens, franchement, sérieux, si y a un truc qui se passe que vous auriez voulu que cela se passe autrement, vous avez voulu épouser la belle, vous avez voulu tel boulot ou un truc comme ça se fait pas. Et ben il y a d'autres personnes qui existent, d'autres boulots qui existent, d'autres maisons qui existent. C'est pas grave. La vie c'est comme ça, hein, c'est la frustration aussi. Bon là, Heathcliff, la frustration, il a pas supporté. Et il a rendu tout le monde autour de lui malheureux. Et je suis désolée, mais il n'y a aucune excuse pour ça. Aucune. Moi, j'ai pas d'empathie pour lui par rapport à ça, parce que je trouve vraiment que c'est un gros connard et il mérite pas en fait. Il mérite pas d'avoir. Bon, qu'il ait eu Léo Hurlevent, pourquoi pas, mais la Grange, il pouvait leur foutre la paix quand même. Parce que Hindley, c'était quand même un ignoble connard, mais qui pareil, un mec qui a un problème avec le deuil. Mais il pouvait leur foutre la paix à la Grange. Donc voilà, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec Heathcliff et je suis pas d'accord avec la manière dont il se comporte. Et je suis pas non plus spécialement en accord avec les gens qui romantisent la relation de Heathcliff et de Catherine Mère, parce que c'est quand même bien tordu et bien extrême et c'est pas très sain pour personne. Donc c'est pas terrible. Ne soyez pas dans ce genre de relation. Il y a des relations beaucoup plus douces. Pas besoin de grande passion, s'arracher les yeux, tout ça. Hein? Je vous souhaite un bon dimanche. Donc, il va rester deux vidéos. Dimanche prochain, ça va durer à peu près 1 heure. Et le suivant, parce que ça va faire une vingtaine de pages. Et le suivant, à peu près pareil. Donc, les 2 dernières vidéos seront un peu plus longues que celle-ci. Et ensuite, on passera sur... Je ferai une pause ensuite, comme je vous l'avais déjà dit.
Je ferai une pause de probablement 15 jours parce que ça sera le moment où je vais passer mes certifications. Bon, je me bile pour pas grand-chose, hein, c'est des examens de 2-3 heures, hein, c'est pas non plus... c'est pas la mort. Mais donc, je ferai une pause de 2 semaines sans doute, au moins dans des vidéos du week-end qui demandent le plus de temps. Et ensuite, on attaquera Sido et les vrilles de la vigne de Colette. C'est au programme du bac 2025. Encore. Je vous souhaite un très bon dimanche et tout va bien se passer. Non mais Léo de Hurlevent serait un livre qui finit que mal, je l'aurais pas lu. À tout bientôt. Salut.